C'est l'heure de l'actualité africaine traitée par la rédaction de Radio Côte d'Ivoire et présentée par Jérôme Kouakou. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier. Bonjour à tous, on fait le tour du continent en quelques minutes. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré est en France. Il s'est entretenu hier dans l'après-midi avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont longuement évoqué les questions de sécurité. La France et le Burkina Faso ont à cette occasion renouvelé un accord intergouvernemental de défense pour améliorer le cadre juridique de la coopération militaire entre les deux pays. Ces derniers mois, la force Barkhane est venue prêter main forte à plusieurs reprises à l'armée burkinabé dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Une situation nouvelle que les deux pays ont voulu encadrer en signant hier lundi donc une nouvelle version de l'accord intergouvernemental de défense de 2015. Le nouveau tour de l'élection présidentielle malgache, nous sommes à Madagascar, bien sûr, se tient demain, mercredi 19 décembre. Les deux anciens présidents, André Rajoelina et Marc Ravalomanana, sont au coude à coude. Ils ont obtenu respectivement 39 et 35% des voix au premier tour. Et ces derniers jours, les candidats se sont efforcés à rallier les derniers indécis, les abstentionnistes, jusqu'au premier tour. Puisqu'au premier tour, 45% des inscrits ne sont pas allés voter. Une abstention élevée, notamment chez les jeunes. On met le cap sur la République démocratique du Congo. Après une semaine de campagne marquée par des épisodes de violences meurtrières, le ministère de l'Intérieur a révélé hier lundi les grandes lignes du dispositif sécuritaire prévu pour le jour des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain. Fermeture des frontières terrestres et renforts militaires sont prévus. 2 policiers seront théoriquement présents aux abords de chacun des quelques 75 000 bureaux de vote, selon le ministre de l'Intérieur, Henri Mova. D'autres seront déployés dans plusieurs sites jugés stratégiques ainsi qu'aux postes à frontières. Toujours en RDC, 2 personnalités des FDLR ont été arrêtées dans l'est du pays. Il s'agit du porte-parole, la Forge Fils Bayézé, et du chargé de renseignement du groupe armé. L'annonce a été faite hier par les forces armées congolaises, les FARDC, qui précise que l'arrestation des 2 hommes remonte à samedi dernier. L'armée congolaise dit avoir arrêté les 2 hommes à Bunangana, dans le territoire Rutshuru, près de la frontière avec l'Ouganda. D'après l'un des porte-paroles des FARDC dans la province du Nord Kivu, le major Guillaume Ngike, l'opération a été menée par les services de renseignement de l'armée. En revanche, aucune information sur l'endroit où se trouvent les 2 hommes n'a été divulguée. Mettons le cap à présent sur le Nigeria. L'armée appelle Amnesty International à fermer ses bureaux à Abuja suite à la publication d'un rapport de l'ONG qui dénonce l'inaction des autorités dans le conflit entre agriculteurs et éleveurs qui a fait au total 3600 morts depuis 2016. On en sait plus avec Martha Kissi. 8 ans après l'ouverture d'une enquête préliminaire et face au risque des examens préliminaires sans fin, il est temps pour le bureau du procureur d'ouvrir une enquête formelle au Nigeria. C'est ce que demande l'ONG Amnesty International dans un rapport de 74 pages. L'ONG International accuse le pouvoir nigérian de donner à la CPI l'impression de traduire les responsables de Boko Haram devant la justice alors que rien n'a été accompli au plan national. Pourtant, en 2010, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait ouvert une enquête préliminaire concernant 8 affaires présumées des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre de ce conflit qui a débuté en 2009. 6 affaires visent les insurgés soupçonnés de massacres de civils, d'enlèvements de masse, d'attaques contre des écoles, de violences sexuelles et d'avoir utilisé des enfants soldats. Les 2 autres affaires liées à des attaques de civils, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture ou des exécutions sommaires concernent les militaires nigérians. Pour rappel, le président Muhammadu Buhari, ancien dirigeant militaire, avait promis peu après son élection en 2015 de ne négliger aucun effort pour promouvoir l'état de droit et de s'occuper de tous les cas de violation des droits de l'homme au Nigeria. Et toujours au Nigeria, on apprend que le président Muhammadu Buhari a 76 ans et à l'occasion de son 76e anniversaire, le président nigérien a demandé à son peuple de prier pour lui et de lui accorder davantage de temps pour qu'il parachève son programme de développement. Toute l'administration s'est rendue hier lundi au palais présidentiel pour souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État qui soufflait ainsi sa 76e bougie. Après le défilé militaire et avant la coupure du gâteau, Muhammadu Buhari s'est adressé à son peuple. Les Nigérians devraient continuer à prier pour moi et comprendre mes intentions
et me donner du temps, a-t-il déclaré. Mohamed Bouhari est candidat à la présidentielle de février prochain. Il devrait normalement affronter son ancien allié Atikou Abubakar. À présent, on parle de la RDC, si je lis bien, c'est bien cela. Le président congolais Joseph Kabila est loin de songer à une retraite politique s'il devient le premier ex-président à avoir quitté le pouvoir par les urnes en République démocratique du Congo. En tout cas, il ne songe pas à aller en vacances aux Bahamas, ni même en Espagne ou à Dubaï. C'est l'assurance qu'il a donnée au quotidien belge Le Soir avant les élections prévues le 23 décembre prochain à Boussila. Tous ses prédécesseurs ont été tués ou renversés, à commencer par son père Laurent Désiré Kabila, qui l'a remplacé après son assassinat du 16 janvier 2001. Que va faire celui qui est encore le plus jeune chef d'État africain si la RDC réussissait son pari, une première transition pacifique du pouvoir? Kabila avance que, blague à part, il restera certainement dans son pays où, dit-il, il va s'occuper de beaucoup de choses. Dans la vie comme en politique, je n'exclus rien, a-t-il ajouté devant les médias britanniques et américains, à qui il a suggéré d'attendre jusqu'en 2023 la réponse sur son avenir politique. La date n'est pas choisie au hasard. Si les élections se déroulent comme prévu, le successeur de Joseph Kabila sera élu pour un mandat de 5 ans jusqu'en 2023 selon la Constitution. La loi fondamentale prévoit un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Avec 2 ans de retard, Joseph Kabila a choisi en août de ne pas briller par la force un 3e mandat consécutif. Il a désigné in extremis un dauphin, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, qui a évidemment pour mission de remporter l'élection présidentielle de 2018. Le président congolais a déjà préparé son avenir matériel et politique. Je vais aussi m'occuper de mes fermes, a-t-il avancé au soir, référence à ses propriétés rurales de Kingakati, près de Kinshasa ou dans le Katanga. Une source de la présidence explique en substance, Kabila va continuer à contrôler la sécurité et le jeu politique. Le président élu gérera les affaires courantes et l'économie. On met le cap à présent sur la Somalie. L'armée américaine a annoncé hier avoir tué 62 islamistes Shebab lors de 6 frappes menées au cours du week-end en Somalie, alors que le rythme des opérations des forces spéciales en soutien au gouvernement somalien s'accélère. 4 frappes ont été menées samedi dans la région de Gundarshe, dans le sud de la Somalie, tuant 34 Shebab, a précisé dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. 2 autres frappes ont été menées dimanche dans la même région, tuant 28 autres militants. Nous estimons à ce stade que ces frappes n'ont tué ou blessé aucun civil. C'est ce qu'a indiqué le commandement militaire américain. Il s'agit des frappes les plus meurtrières depuis celle du 16 octobre qui a fait 60 morts parmi les islamistes somaliens. C'était la plus importante conduite par Washington contre les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. On termine en Éthiopie. Au moins 12 personnes ont été tuées hier dans une fusillade intervenue à Moyale dans la région d'Oromia lors des échanges de tirs entre membres de milices et responsables de l'armée. D'après des médias éthiopiens, le drame s'est produit dans un hôtel alors que des membres du haut commandement militaire éthiopien discutaient des questions de paix avec des responsables de milices. Une fusillade a donc éclaté. Des discussions qui en valaient la chandelle vu les violences enregistrées ces derniers temps entre Somalis et Oromos. La semaine dernière, de violents combats entre les 2 groupes ethniques ont fait au moins 21 morts et 61 blessés. La région d'Oromia est souvent le théâtre de conflits interethniques. Au début de cette année, au moins 5000 Éthiopiens se sont réfugiés au Kenya après que 9 civils ont été tués par l'armée lors d'une opération de recherche des membres du Front de Libération Oromo. Point final de ce bulletin Afrique. Excellente journée.